journal. Bénédicte Kanda. Bienvenue dans ce midi 30, madame, monsieur, bonjour. Le sommaire. Ouverture ce matin des travaux du Forum Infra pour l'Afrique et l'Assemblée générale annuelle des actionnaires d'Africa 50. L'ouverture de cette rencontre a été présidée par le chef de l'État Faure Eswazimana Gnassingbé. Environnement, lancement d'un fonds vert pour le climat au profit des pays de l'UEMOA. C'est ce matin à Lomé grâce au projet dénommé Readiness Régional. Et puis en Guinée, il est désormais interdit aux militaires de porter une barbe, des mèches et de se dépigmenter. Radiolomé.tg. Encore une fois, bienvenue. Première édition du Forum Infra pour l'Afrique et l'Assemblée générale annuelle des actionnaires d'Africa 50 ouverte ce matin à Lomé. Pendant 2 jours, les participants vont réfléchir aux solutions de développement des infrastructures en Afrique. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le chef de l'État, Faure Eswazimana Gnassingbé. Nous vous proposons de suivre le discours du président de la République. Madame le Premier ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le Président du groupe de la Banque africaine de développement, Monsieur le Directeur général d'Africa 50, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration d'Africa 50, Mesdames et Messieurs les actionnaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers amis, je voudrais avant toute chose vous souhaiter très chaleureusement et très fraternellement la bienvenue à Lomé et vous dire combien nous sommes heureux que vous ayez choisi notre capitale pour accueillir l'Assemblée générale annuelle d'Africa 50 et le Forum Infra for Africa. Le Togo s'honore de son statut de terre de rencontre, d'échange et d'opportunité, car c'est dans ces brassages que s'exprime notre aptitude à grandir ensemble et notre capacité à nous enrichir mutuellement. Je vous invite donc à vous sentir chez vous et à tirer profit de ce séjour pour découvrir ou redécouvrir après le travail les charmes de Lomé et de ses environs. La cérémonie qui nous rassemble ce matin m'offre l'heureuse occasion de célébrer la vision d'une Afrique unie et prospère qui progresse par le travail de ses enfants. Cette vision, vous la traduisez chaque jour en engagement et en action, cher Akinyumi Adesina. Je ne pouvais avoir meilleure tribune que celle de cette rencontre de Lomé pour reconnaître encore une fois et pour saluer à sa juste mesure votre mérite remarquable dans la construction de cette Afrique laborieuse, productive et épanouie à laquelle nous aspirons. Notre gratitude en tant qu'Africains s'adresse également à vous, Monsieur le Directeur général d'Africa 50, à travers votre plateforme qui se distingue par l'efficacité et l'impact de ces interventions. Vous administrez la preuve que notre continent est capable de générer des solutions endogènes, innovantes et pertinentes pour répondre aux défis de la croissance et du développement. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Africa 50 s'est donné comme mission fondatrice de combler le déficit de financement des infrastructures en Afrique. Je dirais que le thème du Forum Infra for Africa s'inscrit donc parfaitement dans l'ADN de notre organisation. Au cours de ces 2 prochains jours, nous aurons à cœur de rechercher des solutions viables et innovantes pour progresser sur la voie d'une Afrique unie aux commandes de sa destinée. Mais il faudra aussi rester attentif à la nécessité de nouer des alliances internationales pour garantir la prospérité du continent au bénéfice de nos concitoyens. Ceci étant dit, comment se pose le problème? Il y a d'abord un immense besoin d'infrastructures qui sont partout, sur notre continent comme ailleurs, la condition même du développement. Sans routes, sans ponts, sans ports, sans aéroports, sans hôpitaux, sans écoles, sans centrales électriques, sans réseau d'électricité, sans réseau de communication, sans approvisionnement en eau, il n'y a évidemment pas de développement possible. En Afrique plus qu'ailleurs,
Les besoins d'infrastructures sont considérables et les chiffres, même très approximatifs, sont impressionnants. Ainsi, il faudrait investir annuellement plus de 100 milliards de dollars. Au Togo, la question des infrastructures est au cœur de la feuille de route du gouvernement. Mon pays a bien des atouts. Il possède, vous le savez, le port naturel le plus profond de la sous-région. Pays longiligne, le Togo a vocation à être un hub logistique visant la desserte de l'Hinterland et de ses pays voisins. Mais pour profiter de ces atouts, il faut des investissements massifs. Se pose alors la question de savoir comment financer ces investissements. Cette question, je le reconnais, n'est pas nouvelle. Chacun d'entre nous, dans la responsabilité qui est la sienne, cherche depuis des décennies à naviguer entre le besoin de construction et d'entretien des infrastructures, la gestion des ressources budgétaires et la recherche de financements privés. De surcroît, depuis quelques années, une nouvelle contrainte s'est invitée dans cette équation déjà complexe. Vous le disiez, cher Adesina, c'est qu'il nous faut aujourd'hui intégrer dans nos plans d'infrastructures un nouvel impératif. Les infrastructures doivent répondre aux défis climatiques. Elles doivent devenir des infrastructures vertes, ce qui évidemment en augmente le coût. Je salue donc votre initiative de l'Alliance pour les infrastructures vertes. Aujourd'hui, la Banque mondiale estime qu'en Afrique subsaharienne, le secteur public représente encore plus de 90% des investissements d'infrastructures. Cela signifie-t-il que les États vont être amenés continuellement à financer 95% des infrastructures à venir? Je ne le pense pas. Ceci me conduit aux 5 remarques que je voudrais faire devant vous. La première remarque est que la dépense publique ne sera pas suffisante pour atteindre nos objectifs de développement des infrastructures. Chacun le sait. La situation actuelle, comme les perspectives à moyen terme, n'offrent aucun espoir d'amélioration significative des capacités de financement public. Le ralentissement économique mondial, lié initialement à la crise pandémique du Covid-19 et renforcé depuis 1 an et demi par le conflit en Ukraine, pèse lourdement sur les capacités budgétaires de nos gouvernements. Dans ces conditions, ma deuxième remarque sera que l'implication du secteur privé dans le financement des infrastructures est incontournable. Or, qui dit financement privé dit retour sur investissement. Et qui dit retour sur investissement dit construction d'un modèle économique viable. C'est le premier thème de ce forum, Be Bankable. Nous le savons tous, beaucoup se joue sur l'appréciation portée par les investisseurs sur l'environnement politique, sécuritaire, fiscal, économique ou encore monétaire du pays dans lequel ils vont investir. Mais il ne suffit pas de faire des réformes pro-business. Un partenariat avec l'État autour de nouvelles politiques industrielles est crucial pour attirer les capitaux étrangers. Et c'est là ma troisième remarque. L'implication de l'État est indispensable pour attirer des capitaux privés. D'aucuns ont longtemps répété qu'il suffisait de ne pas entraver la libre circulation des capitaux pour qu'ils répondent à l'ensemble des besoins en investissement partout sur la planète. Historiquement, cette approche n'a jamais tenu ses promesses. De fait, l'ouverture des marchés de capitaux n'a pas eu pour conséquence une réelle accélération des investissements des pays riches vers les pays pauvres. Parfois, c'est même l'inverse qui s'est produit. Les capitaux ont même fait marche arrière, selon le FMI, qui s'est penché sur ce paradoxe. C'est ainsi que les grands programmes de privatisation des années 90 ont montré que la qualité des institutions ne doit pas être négligée. Sans un cadre réglementaire stable et cohérent, l'ouverture aux capitaux peut se faire au détriment du climat des affaires. Le marché ne saurait donc, à lui seul, créer un environnement pro-business. Il est donc de notre responsabilité, en tant qu'acteurs politiques, de nous employer à garantir un espace économique stable, transparent et réceptif aux contraintes des opérateurs économiques. Ma quatrième remarque ira un peu plus loin. Nous assistons dans les pays du Nord à un retour en grâce du concept de politique industrielle. Alors, osons le mot, il nous faut des politiques industrielles.
Les financements privés, que j'appelle de mes vœux, doivent entrer dans le cadre global de nos politiques de développement. L'accompagnement des fonds publics par les financements privés doit devenir plus fréquent. Ce n'est pas seulement un impératif budgétaire, c'est aussi un atout en matière de résilience. C'est ce que montrent par exemple les réseaux Internet qui ont été très largement développés par des opérateurs privés, ce qui explique aujourd'hui l'extrême résilience de ces infrastructures. C'est donc dans ce partenariat fécond autour de nouvelles politiques industrielles que l'implication du secteur privé dans les infrastructures se construira en bonne intelligence avec les responsables publics concernés. Une dernière remarque pour finir. Le partenariat entre le secteur privé et les pouvoirs publics ne sera fécond que s'il est rentable. Et cette rentabilité dépend notamment de la capacité de faire évoluer la taille des projets en fonction de l'évolution des contraintes, notamment financières. Et c'est le Be Scalable qui constitue le deuxième thème de ce forum. Elle dépend aussi de la standardisation des projets. C'est le troisième thème du forum, Be Replicable. Cette standardisation permettra d'importantes économies d'échelle sur la construction comme sur le fonctionnement. Elle peut même s'appliquer aux études préparatoires qui sont un élément clé pour la réalisation des projets efficaces. Et pour conclure, je voudrais tendre la main à nos partenaires du développement. La nécessaire coopération entre financeurs publics et financeurs privés, comme l'engagement public à l'amélioration du climat des affaires, comme encore la définition de grands axes de stratégie industrielle, ne peut se faire sans l'appui de nos partenaires institutionnels. Je compte donc sur les partenaires du développement pour nous aider sur deux grands chantiers. D'abord, et c'est un plaidoyer, il faut qu'ils nous aident à préserver notre capacité d'investissement. À un moment où beaucoup d'entre nous ont des dépenses sécuritaires très élevées, il faut que soit reconnue notre contribution à la sécurité collective. Il faut que ceci se traduise par un appui à notre situation financière. Ensuite, il est important qu'en temps de crise, les partenaires au développement s'impliquent davantage dans le de-risking des investissements privés, notamment à travers des garanties. C'est là une condition pour que le partenariat public-privé soit porteur de belles opportunités. Voilà, mesdames et messieurs, quelques réflexions qui, je l'espère, alimenteront vos travaux dans le cadre de l'Assemblée générale, de l'Assemblée annuelle d'Africa 50. Je vous remercie de votre attention. À l'instant, le président de la République, Faure Essaouira Singbe, à l'ouverture du forum Infra pour l'Afrique et l'Assemblée générale annuelle des actionnaires d'Africa 50. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Les infrastructures qui doivent répondre aux défis du changement climatique, a dit le chef de l'État dans son discours, et pour y faire face, les gouvernements locaux et régionaux de l'UEMOA se préparent à l'accès au Fonds vert climat. Un projet dénommé Readiness régional a été lancé dans ce sens ce matin à Lomé. Raoul Tetonyake. Cette rencontre permettra aux acteurs des collectivités locales des pays membres de l'espace UEMOA d'apprendre le remplissage du formulaire devant leur faciliter l'accès au financement du Fonds vert pour le climat. Ceci leur permettra également de bénéficier d'un portefeuille de projets en vue de renforcer leur contribution déterminée au niveau national CNDS. Mary Yaou, chef division changement climatique, point focal du Fonds vert climat. En termes de mise en œuvre, il y aura le renforcement des capacités techniques sur la formulation des projets de lutte contre le changement climatique et ensuite le développement d'un portefeuille de projets, des projets innovants au niveau des collectivités locales pour aller au niveau des différents guichets, des mécanismes financiers mis en place pour lutter contre le changement climatique. Les collectivités territoriales de l'espace UEMOA vont apprendre à formuler les projets de lutte contre le changement climatique et les soumettre aux différents mécanismes financiers pour mobiliser leurs ressources et pouvoir mettre en œuvre l'action climatique à travers les CDN de chaque pays.
Cette rencontre centre les attentions sur les collectivités territoriales nationales qui leur donnent les outils nécessaires pour leur mise en œuvre effective. Jean-Pierre Elong Mbassi, secrétaire général du CGLU Afrique. L'atelier de Lomé, c'est un changement de braquet par rapport à tout ce qui a été fait jusqu'à la Convention des maires pour le climat et l'énergie en Afrique au sud du Sahara comme SSA. Il y a beaucoup de collectivités territoriales qui se sont engagées dedans et qui se sont arrêtées au niveau des plans. Et rien n'est passé dans l'action. Avec cet atelier, nous voulons changer cela. Cet atelier est une initiative du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières du Togo. C'est en collaboration avec les cités et gouvernements unis d'Afrique et leurs partenaires. Pour protéger l'environnement, ce 3 juillet, c'est la journée mondiale sans plastique. Créée en 2010, cette journée a pour objectif de sensibiliser aux problèmes qu'engendre l'utilisation des sacs en plastique sur notre environnement. Kadiena Bakete, premier vice-président de l'Association nationale et management de la qualité du Togo. Le but même de cette journée, c'est de souligner au-delà de ce que nous avons comme déchets, des sachets plastiques, les alternatives qu'on peut pour les substituer, c'est-à-dire faire en sorte que leur utilisation soit réduite au minimum, éviter l'usage unique dont on fait et qui pollue plus l'environnement. Donc, trouver des alternatives puisque cela a des impacts sur l'écosystème marin, terrestre, pollution de l'environnement et aussi sans conséquence pour la santé humaine. De leur dégradation, le mécanisme que subissent ces sachets jusqu'à avoir un coût sur la santé humaine. Le plastique présent dans de nombreux produits de notre quotidien, dont les sacs en plastique, est une matière principalement issue du raffinage du pétrole, donc une matière dangereuse. Des explications avec Bema Gado de l'ONG STAD, Sciences et Technologies africaines pour un développement durable. Le sachet plastique, c'est une préoccupation mondiale aujourd'hui. Pendant longtemps, le sachet plastique a constitué une alternative sérieuse dans le système de consommation en relation avec la croissance démographique. Les scientifiques ont estimé que le plastique pouvait résoudre le problème et aujourd'hui, ces scientifiques se sont retrouvés rattrapés par les propres informations qu'ils ont apportées à la communauté internationale sur la question du plastique. Cette question aujourd'hui fait débat dans tous les pays. Et il y a des réglementations, des contraintes juridiques qui sont en train d'être mises en place pour pouvoir arrêter la production du plastique. Mauvais traitement, misère, manque de soutien, rites de veuvage dégradants, privation du droit à l'héritage, vulnérabilité, voici le résumé du quotidien de nombreuses veuves qui ploient sous le poids des pesanteurs sociaux. D'autres sont même chassées du domicile conjugal juste à l'annonce du décès de leur époux. Que dit alors le Code des personnes et de la famille? Elena Sabi nous éclaire. Selon l'article 412 du Code des personnes et de la famille, le conjoint survivant conserve pendant 30 mois, à compter de la date de confirmation du décès, le droit d'habiter le domicile conjugal. Maître Wilson Adjete Prince Zachary confirme. En réalité, les 30 mois ont été prévus par le législateur pour permettre à la femme de pouvoir chercher là où elle peut aller habiter. Parce que pendant longtemps, dans certaines coutumes, dès que le mari décède, la femme est obligée de quitter le domicile conjugal. Donc on a prévu ça comme un rempart pour aider la veuve. Cela ne veut pas dire qu'après 30 mois, forcément, elle doit partir. S'il y a par exemple des enfants mineurs et c'est elle qui assure leur autorité parentale, si les enfants doivent vivre dans la maison, elle est obligée de rester là-bas jusqu'à la majorité des enfants. Ça c'est clair. Autre chose, si elle se remarie, elle partira. Le droit d'habitation du domicile conjugal peut être renouvelé. Nous retrouvons Maître Wilson Adjete Prince Zachary. Si ceux qui doivent lui garantir cette habitation pendant les 30 mois ne veulent pas lui concéder un renouvellement, elle a le droit de le demander au juge. Le juge peut proroger ce délai-là pour lui permettre soit de rechercher là où elle va rester après. Donc c'est pas forcément automatique. En cas de polygamie, chaque épouse dispose du même droit. Elena Sabi, il est à préciser que si les époux ont opté pour la communauté de biens, la veuve ne pourra pas être expulsée du domicile conjugal. Et pendant que les deux partenaires sont encore en vie, entre le père et la mère, qui l'enfant doit aimer le plus? Nous avons recueilli l'avis de l'homme de la rue. Il s'exprime au micro de Florent Abi.
C'est vrai que la plupart du temps, l'enfant reste avec sa maman. On peut dire que l'enfant est plus proche de sa maman souvent que son papa. Mais si les responsabilités sont partagées, chacun participe à l'évolution, à l'éducation de l'enfant. Je pense que l'enfant, malgré que parfois il peut être plus proche de sa maman, il va aimer les deux de même amour. Logiquement, ça va être la mère normalement, mais après ça dépend de comment la filiation se fait aussi. Le père aussi est tout à fait aussi légitime pour être beaucoup aimé, mais ces approches aussi de la présence que les parents peuvent développer, l'affection vis-à-vis de l'enfant et en termes d'éducation aussi. La mère, parce que c'est dans le ventre d'une mère que l'enfant reste durant 9 mois. Donc, il doit avoir une affection, une amour entre les deux, quoi. Le papa et la maman comptent pour les enfants. Donc il n'y a pas de préférence, parce que les deux jouent leur rôle en ce qui concerne chacun d'eux, quoi. Donc l'enfant ne doit pas choisir entre le papa et la maman. L'amour parental n'est pas exclusif. C'est mauvais d'obliger un enfant à s'attacher à l'un ou à l'autre. Actualité hors du Togo, en Guinée, plus question aux militaires de porter une barbe, des mèches et de se dépigmenter. Dans une note de service, le chef d'état-major général des armées a rappelé à la Grande Muette la réglementation en vigueur en matière de port d'uniforme militaire. Il a tenu à rappeler qu'il est formellement interdit de modifier les tenues, porter les insignes étrangers ou autres que ceux validés par la hiérarchie. Le général de brigade affirme qu'il attache du prix à l'application correcte de sa note de service, tout en prévenant que toute défaillance engagera la responsabilité du militaire concerné et de son commandant d'unité. Et l'information insolite pour terminer, il y a un peu plus d'un mois, une organisation caritative qui lutte contre la pauvreté au Bangladesh a reçu un don pour le moins impressionnant. $15,000, plus de 8 millions de francs CFA. Le seul problème, c'est qu'il s'agissait d'une erreur de frappe. Le donateur, un Américain de 32 ans, s'est trompé. Au lieu d'inscrire $150, plus de 80 000 francs CFA, il a saisi $15,000. Face aux nombreux remerciements reçus, le généreux donateur a eu toutes les peines du monde à faire machine arrière. Il finira par couper la poire en deux. Une fois les $15,000 recrédités sur son compte, il a fait un nouveau don de $1,500, soit un peu plus de 800 000 francs CFA. Madame, Monsieur, voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans l'actualité ce jour, c'est l'ouverture ce matin à Lomé des travaux du Forum Infra pour l'Afrique et l'Assemblée générale annuelle des actionnaires d'Africa 50. L'ouverture a été présidée par le chef de l'État, Faure Eswazina Nyasimbe. Bon appétit à vous si vous êtes à table. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg